jusqu'en 2013, eu en tout et pour tout recensé 2500 cas de personnes infectées par l'Ebola dans différentes épidémies depuis 1976, avec des mortalités qui dépendaient de l'origine de l'épidémie et du type de virus qui était en cause, mais de l'ordre de 25 à 90%. Pour avoir une vision plus claire, on dirait que la mortalité en moyenne de ces épidémies était 70%. Mais c'était uniquement 2500 cas sur une trentaine d'années. La situation a complètement changé avec l'épidémie actuelle, puisqu'on est à plus de 25 000 cas, avec un taux de décès qui avoisine environ les 50% sur l'ensemble de l'épidémie, voire un peu plus. Pour se protéger, on a inventé des combinaisons et il est clair que le développement d'un vaccin qui serait protecteur auprès des soignants permettrait clairement de développer des contacts avec les gens qui soient beaucoup plus humains que ceux qu'on développe derrière ces combinaisons, et puis surtout de prodiguer des soins beaucoup plus facilement et de qualité supérieure. Ça éviterait également de créer des hôpitaux de fortune qui nécessitent des isolements et puis des sécurités multiples, comme c'est le cas ici des différentes institutions sur place qui se sont déplacées pour aider les pays en cause. Et puis ça permettrait également, certainement, le développement de vaccins, de préserver une certaine dignité humaine. Vous voyez que dans ces camps, les gens sont dans des filières très spécifiques pour protéger également le contact. Donc la première chose qu'il faut comprendre et savoir, c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas ce qu'il faut pour protéger contre Ebola. Le vaccin a induit la protection la fabrication d'anticorps capables de se fixer sur l'enveloppe Ebola chez 100% des volontaires. Est-ce que ces anticorps sont capables de neutraliser le virus Ebola? Si on mélange des anticorps avec du virus ou des pseudovirions dans un tube au laboratoire, est-ce que ces anticorps vont empêcher le virus d'entrer dans la cellule et de les infecter? Ce que vous voyez ici, c'est que ceux qui ont reçu un placebo n'avaient pas d'anticorps neutralisants ni avant ni après leur injection, alors que les deux groupes de volontaires vaccinés avec une ou l'autre dose, l'immense majorité, mais pas tous, mais l'immense majorité, a fabriqué des anticorps capables de neutraliser le virus. Et ce que vous voyez aussi, c'est que ces taux étaient plus élevés chez ceux qui ont reçu la dose plus élevée de vaccin par rapport à la dose moins élevée. Ce que je voudrais insister, c'est, on va tout de suite vous demander, est-ce que ce vaccin protège? On n'en sait rien. Pourquoi est-ce qu'on n'en sait rien? Parce qu'on ne connaît pas le taux d'anticorps nécessaire pour protéger contre Ebola quand on est confronté à un patient contagieux. Et je vous l'illustre ici. Si le taux d'anticorps qu'il faut pour protéger contre Ebola est de 20 000, c'est-à-dire très très élevé, alors aucun de nos vaccinés va être protégé. Si le taux d'anticorps qu'il faut est très bas, 250, alors tous nos vaccinés pourraient être protégés. Ça démontre la capacité de produire des anticorps capables de neutraliser le virus Ebola. Mais la quantité d'anticorps qui est nécessaire pour protéger dans la vraie vie en Afrique, personne ne la connaît, et c'est pour ça qu'il faut faire des études d'efficacité en Afrique de l'Ouest. Ah, on vit dans l'urgence, on a toutes les équipes ici à l'hôpital universitaire de Genève, de même que les équipes à l'OMS, ont vécu dans l'urgence en fait depuis le mois d'août pour ce qui est des aspects recherche et développement. Alors évidemment, nos collègues qui s'occupaient de la réponse étaient mobilisés bien avant, mais pendant très longtemps, en fait, du côté recherche et développement, il y a eu un peu d'une hésitation. Il y avait cette épidémie et commencer la recherche et le développement au moment où on pensait qu'on n'avait pas de temps pour le faire, il y avait vraiment une question de savoir est-ce que ça valait la peine? Est-ce que d'accélérer, de commencer comme ça, c'était pas tout simplement voué à l'échec? Et ce n'est qu'au mois d'août qu'en fait la pression et l'impression que cette épidémie dérapait a amené tout le monde à dire bon ben d'accord, peut-être ça sert à rien, peut-être dans 2 mois, dans 1 mois, il n'y aura plus d'Ebola. Peut-être on aura travaillé pour rien, mais il faut y aller tout de suite maintenant et le plus vite possible.
Alors on a commencé, nous on a vraiment été impliqués à l'OMS à partir du début d'août. Les Canadiens ont fait une donation du vaccin dit canadien à l'OMS de façon à pouvoir le mettre à la disposition des populations. Et très vite, donc, de façon à acquérir des premières données de sécurité, nous avons contacté l'équipe de Genève en disant: est-ce que vous pouvez avec nous faire un essai pour tester à la fois l'immunogénicité et la sécurité de ce vaccin? Et tout ça a été très vite. Donc on leur a demandé fin août, ils nous ont répondu début septembre. Fin septembre, le dossier a été déposé à Swissmedic. Fin octobre, ils ont commencé les vaccinations. Au mois de décembre, on avait déjà des données sur la sécurité et au mois de janvier, des données sur l'immunogénicité qui ont permis de commencer les essais de phase 3. Extraordinaire, en bien moins qu'un an, puisqu'on parle d'août à maintenant on est en mars, d'en arriver à quelque chose qui n'avait jamais été chez l'homme, jamais. J'exagère, il y avait une personne qui avait été immunisée de façon compassionnelle, disons, parce qu'elle s'était piquée dans un laboratoire avec le virus, une seringue avec un virus Ebola. Donc de rien à être maintenant en phase 3, en moins d'un an, c'est extraordinaire. Alors les premiers résultats publiés aujourd'hui montrent que ce vaccin induit une réponse immunitaire. Donc il fait des anticorps, et des anticorps à un niveau élevé chez tous les volontaires, 100% des volontaires. Alors c'est un résultat très très intéressant et très prometteur, bien qu'effectivement, il faut le dire et le redire, c'est encore de la recherche. On ne sait pas si le niveau d'anticorps qui est atteint sera suffisant pour protéger les humains. C'est suffisant pour protéger les singes, mais les humains, on n'en sait rien. Donc l'autre chose que ça montre aussi, c'est que ce vaccin est assez bien toléré. Il fait de la fièvre, on s'y attendait, il a un peu mal à la tête pendant les premiers 1 ou 2 jours. Et il fait, et ça on ne s'y attendait pas du tout, il fait des arthrites vaccinales chez à peu près 10% des personnes vaccinées. On ne s'y attendait pas, mais c'est une réaction secondaire qui pour le moment n'a été grave chez aucun volontaire, donc transitoire. Et donc il fallait qu'on le sache. Alors pourquoi est-ce important? On n'a pas le droit de commencer à vacciner des populations vulnérables comme les populations d'Afrique de l'Ouest quand on ne sait rien. Aller avec un vaccin qui pourrait être dangereux, qui pourrait n'induire aucun anticorps dans ces populations, on ne pouvait pas le faire au mois de septembre l'année dernière. On sait qu'on peut le faire depuis le début de l'année et on y est. Alors les indicateurs sont très positifs, dans le sens effectivement où on arrive à induire, on voit qu'on a des anticorps chez 100% des volontaires. Chez presque tous les volontaires, il y a des anticorps dits neutralisants. Ce sont ceux qui sont capables de se fixer sur le virus dans un tube à essai et donc d'empêcher sa propagation. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un effet dose, c'est-à-dire que quand on met peu de vaccins, on n'a pas beaucoup de réponses. Quand on en met plus, on a plus de réponses. Tout ça est extrêmement prometteur, mais ce n'est que chez l'homme qu'on aura la réponse de savoir si est-ce que cet aspect prometteur est effectivement un succès ou pas. Alors, il y a une gradation, effectivement. Le vaccin le plus docile et stupide sur lequel j'ai travaillé, c'est le vaccin contre la rage. Alors là, ça marche très très bien. Il est très docile et stupide. Le plus difficile, c'est le vaccin contre le sida. Ça, c'est sûr, le VIH est absolument un virus très malin. Alors, le virus Ebola se situe entre les deux et nous espérons qu'il sera assez stupide. Il faut s'attendre à l'inattendu et c'est pour ça que les études dites de phase 1, comme celle qui avait là à Genève, ces études essayent vraiment de creuser dans les détails de tout phénomène un petit peu inattendu. Je me souviens, le premier volontaire qui a eu une arthrite, en fait, a dit je me suis cogné et on a laissé passer. Et puis le deuxième en disant mais encore quelqu'un qui s'est cogné, et finalement c'est en creusant, et c'est parce que ces centres cliniques sont extrêmement compétents qu'on arrive à détecter des choses comme ça qu'on ne va pas détecter. Quand on va vacciner 50 personnes dans un village en Guinée, on ne va pas se rendre compte que certains ont des problèmes de douleur aux articulations. Donc ceci met en place l'importance de la recherche clinique et de la recherche clinique progressive.
Alors, on a eu une accélération fantastique du timing, en fait, du calendrier de ce développement, mais il faut savoir que tout a été fait. Aucune étape n'a été éliminée. On a commencé avec des phases 1. C'est vrai qu'on n'a pas fait de phase 2, mais on a eu suffisamment de phase 1 parallèles pour que ça remplace les nombres d'une phase 2, et maintenant on est en phase 3. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous avez coupé pour aller si vite? On a coupé la bureaucratie. Est-ce possible? On a coupé les temps d'attente, et ce n'est pas de la bureaucratie. Vous pensez bien que les dossiers qui sont présentés à Swissmedic ou dans n'importe quelle autorité de réglementation, il y en a des dizaines, des centaines. Donc un dossier arrive, il est mis sur la pile. Ce qui s'est passé avec ces dossiers-là, c'est qu'ils n'ont pas été mis sur la pile. Ils ont été donnés de main à main, de façon à ce qu'immédiatement les autorités regardent et se déterminent sur l'autorisation ou pas. Donc ce sont ces étapes qui ont été coupées, et nullement les étapes qui pourraient mettre en cause en fait la sécurité des volontaires. Donc les HUG s'engagent sur 3 axes distincts. Le premier, bien sûr, c'est en cas d'accueil d'un patient en Suisse, ou à Genève en particulier, eh bien d'avoir la capacité de le soigner. Nous avons pu le faire avec un médecin cubain qui a été guéri et qui a pu rentrer auprès de sa famille. Le deuxième axe, qui est également très important, c'est un axe, je dirais, de capacité de mettre des collaborateurs à disposition, notamment de Médecins sans frontières, pour aller s'engager sur place, en Afrique de l'Ouest, et pour répondre à la maladie. Plusieurs collaborateurs sont partis, certains collaborateurs sont actuellement sur place sur le terrain, et c'est important que les HUG puissent contribuer à cet effort global de lutte contre l'épidémie Ebola. Et le troisième axe, c'est l'axe de la recherche autour d'un vaccin qui est susceptible, s'il s'avère efficace, de sauver des milliers de vies, puisque, rappelons-le, l'épidémie est en cours, elle n'est pas sous contrôle, et encore aujourd'hui, elle tue des personnes au quotidien. Donc ces 3 axes sont importants pour un hôpital universitaire, sont une fierté aussi pour les HUG d'avoir finalement cette confiance de l'Organisation mondiale de la santé, cette capacité de travailler sur les 3 axes en parallèle. Alors Ebola a été, si on se rappelle quand même, au milieu d'année dernière, tout d'un coup une préoccupation de la planète entière. Elle le reste encore aujourd'hui, même si on en parle peut-être un peu moins. Mais oui, c'est une évidence à un moment donné de pouvoir contribuer à des réponses globales sur des phénomènes qui nous affectent plus ou moins tous et qui doivent, je crois, comme une vraie épidémie dont on doit en prendre la mesure, qui aujourd'hui est certes confinée en Afrique de l'Ouest, mais qui a également inquiété l'ensemble de la planète quant à sa capacité éventuelle de muter ou alors d'être transmise dans la planète entière. Donc pour les HUG de pouvoir répondre en lien avec d'autres hôpitaux dans l'Europe ou en Afrique ou aux États-Unis, de pouvoir contribuer à une étude pour réussir à cesser finalement cette spirale infernale d'une vraie peste moderne du XXIe siècle, d'arriver à lutter là contre, c'est une évidence au niveau des priorités. Le pas qui est dit aujourd'hui, c'est que le vaccin, quand on l'inocule, produit des anticorps. La seule question qui reste, c'est au bout de combien de temps, véritablement, ces anticorps vont protéger l'homme contre Ebola, ou au bout de quelle dose. Mais on sait, pour l'avoir étudié chez les singes, que cela semble extrêmement prometteur. Alors chez l'homme, les phases cliniques sont terminé, on est sur le terrain, on vaccine aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, et puis on l'espère, d'ici cet été, avec ce recul, on pourra dire que la présentation d'aujourd'hui était finalement la première vague de quelque chose qui nous permettra de dire que nous avons trouvé, avec cette intelligence collective mondiale, eh bien nous avons trouvé une réponse qui protège l'homme de ce terrible fléau. Bienvenue au HUG. Nous allons mener cette conférence de presse, et je vous remercie d'être présent, cette recherche sur un candidat vaccin pour de l'engagement, mais aussi de la confiance et de la relation de partenariat étroit qui existe. Tout était aussi limpide que cela. Formidable. La situation au Sierra Leone, et nous espérons qu'ils vont arriver à contrôler l'Ebola le plus rapidement possible. Donc nous ne pensons pas à l'heure actuelle que le contrôle de l'Ebola, je n'ai pas mentionné ça, tous ces contacts sont évidemment des volontaires. Ce sont des adultes parce qu'on n'a pas de données de sécurité. Si c'est possible, l'un après l'autre, ce n'était pas possible de le faire en même temps. Alors nous avons demandé du produit à une date fixée. Nous avons donc envoyé ce schéma car continue à être là, effectivement. Le